Trouver et convaincre des patrons de parler de leur faillite est une tâche difficile. Pourtant, en janvier 2013, 1147 entreprises belges ont mis la clé sous la porte, un record absolu. Et près de 2600 personnes ont perdu leur emploi, marquant le plus haut niveau depuis 10 ans, selon les chiffres de l'Institut Graydon. Ralentissement économique, croissance atone, resserrement des conditions d'octroi de crédit, les causes de cette hécatombe sont nombreuses. Parmi les secteurs les plus touchés, on compte la construction, avec une augmentation de près de 70% en un an. Suivent le commerce de détail et le secteur des services aux entreprises, avec respectivement 66 et 43% de hausse. Une situation d'autant plus préoccupante que le solde entre création et disparition d'entreprises est devenu négatif. Autre facteur d'inquiétude, les sociétés qui font faillite sont de plus en plus grandes, causant ainsi des pertes d'emplois toujours plus importantes. Mais au-delà des chiffres, voici le portrait de 3 patrons qui ont connu une faillite lors de leur carrière. Les causes sont diverses et les enseignements nombreux. Ils ont en commun d'avoir relancé une activité avec succès juste après avoir surmonté leur échec. Au début des années 90, Laurent Minguet travaille pour EVS, alors que la société spécialisée dans l'image haute définition est au plus mal. Le contexte économique est noir, mais après 2 tentatives de reprise ratées, il se décide à la racheter, avec Pierre Loist pour 25 000 €. Quelques années plus tard, EVS entre en bourse. Elle vaut aujourd'hui 6 fois plus que sa valeur d'introduction. Fortune faite, l'entrepreneur liégeois investit tous azimuts dans les énergies renouvelables, la construction et d'autres secteurs. Dans le lot, des échecs et des erreurs, près de 9 liquidations ou faillites au compteur. Ce qui fait dire à Laurent Minguet, ce n'est pas parce qu'on a réussi une fois qu'on aura toujours le nez fin. Illustration avec le fonds E-Capital. Avec ce qu'il appelle la fine fleur de l'entrepreneuriat wallon, il lance en 1998 un fonds doté de 50 millions d'euros avec l'objectif de dénicher les entreprises de demain. Le bilan, 10 ans d'existence et un faible retour sur investissement. Quelques mauvais choix, quelques occasions manquées comme la toute jeune société Mitra, alors éconduite par les investisseurs, de la malchance et ce que Laurent Minguet appelle l'hallucination collective du début des années 2000 et sa bulle Internet. De ce pari, il retient une grande leçon d'humilité. Chaque création d'entreprise est un challenge, dit-il. Une nouvelle aventure entrepreneuriale à part entière. Une philosophie chevillée au corps d'un autre entrepreneur, Amaury de Trostenberg, 54 ans. Traversons la frontière linguistique où le nombre de faillites vient de dépasser celui de la Wallonie. C'est dans les environs d'Arscott que nous le rencontrons. Le parcours de cet ingénieur commercial a été semé d'embûches. En 1990, son usine de fabrication de matériaux polymères fait faillite, malgré une position confortable parmi les leaders mondiaux du marché. Une trop faible valeur ajoutée a eu raison de la nouveauté et de la performance de ses produits. 2 ans après, il se relance, mais voilà que son usine brûle. Avec l'argent de l'assurance, il a à peine de quoi reconstruire. Après la remise à zéro financière, explique-t-il, c'était une remise à zéro technique, une formidable opportunité de repenser les produits et la chaîne de production. Pendant 10 ans, il repense et reconstruit sa nouvelle usine. Aujourd'hui, il est à la tête de LPW Ceramic Pools, une entreprise florissante qui fabrique des piscines haut de gamme. Amaury de Trostenberg vient de passer les commandes opérationnelles à son fils aîné et vient de racheter une usine en France, où là-bas, dit-il, la réindustrialisation est véritablement au cœur de la politique. Son regret, être toujours sur la liste noire des banques et donc avoir des difficultés à trouver des financements, malgré ses nouveaux succès et plus de 20 ans après sa faillite. Car la faillite reste un stigmate tenace et les conséquences sociales omniprésentes. C'est pour cette raison que le 3e entrepreneur que nous avons rencontré a choisi l'anonymat. Il n'a pourtant commis aucune faute condamné par un tribunal, payé tant qu'il a pu ses salariés et ses fournisseurs jusqu'au bout. Il a d'ailleurs été très difficile de trouver des patrons qui veuillent bien parler de leur faillite, tant la pression sociale est forte. En 2000, il crée avec un associé une société de services spécialisée dans le conseil en environnement. Très vite, l'activité prospère. En 2003, une filiale est créée en France, puis un bureau est ouvert en Flandre. Il travaille pour de grands groupes industriels dans la gestion des risques et la dépollution des sols. En 2006, il emploie une vingtaine de salariés. Le carnet de commandes est plein, mais voilà, nous avons voulu nous faire plus gros que le bœuf, analyse-t-il. Nous avons eu le choix entre réduire la voilure ou grandir. Mais en grandissant, nous avons perdu le contrôle de l'entreprise. La nouvelle structure nous a éloignés des salariés et des dossiers. Alors, quand en 2007, le directeur commercial a décidé de partir, entraînant avec lui 5 salariés pour lancer sa propre affaire, ça a été le début de la fin. Dossier vide, retard sur les travaux en cours, plus de prospection, difficultés de recrutement, nous avons résisté 1 an, en pleine crise, puis nous avons cherché un repreneur, en vain. Il déposera finalement le bilan en 2009. Ce qu'il retient de la faillite, c'est qu'on peut être un très bon entrepreneur, un bon commercial, mais un mauvais gestionnaire, à chacun son métier.
Est-ce qu'il a pensé à arrêter d'entreprendre ? Oui, mais ça n'a duré qu'une seconde, confie-t-il. Aujourd'hui, il a démarré une nouvelle activité, encore fragile, mais prometteuse.